Bonjour à vous et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof. Bienvenue à votre cours d'éthique, bienvenue à votre podcast, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire. On prend un café, on dîne ensemble, on regarde les tâches que vous avez à faire dans le cadre de votre cours éthique et professionnalisme. Merci à vous, chers étudiants, chères étudiantes, de rester engagés dans ce cours. Donc, en classe synchrone, c'est plus difficile d'avoir des étudiants en classe synchrone, mais il y en a pour plusieurs là, que ça rentre bien dans l'horaire, donc ils sont là aujourd'hui. Mais le podcast, donc ce que je dis en ce moment, donc peut-être en ce moment vous m'écoutez en podcast, et c'est intéressant ce mode-là. Ça fait quelques sessions maintenant que je le donne, puis je pense que ça commence à lever, du moins je vous sens là. J'ai des commentaires, j'en avais demandé quelques-uns, mais c'est intéressant de voir ce que vous dites aussi sur les commentaires. Donc merci entre autres, je pense à Bernard Rochette, là, qui non seulement est un passionné de badges et de trophées, mais qui nous écoute dans l'auto. Donc, qui peine des fois à nous écouter dans l'auto, parce que c'est vrai que des fois, le son des podcasts est un peu plus bas. Donc, qui nous entend quand même, qui nous écoute surtout. Et je pense aussi à Laurence Charbonneau, elle, cette semaine, qui me signalait qu'elle nous écoute dans le métro. Puis elle aussi, des fois, c'est compliqué, mais c'est fort, le bruit dans le métro, là, on n'a pas idée. C'est sûr que de la musique là, bien compressée, bien fort, avec des bons écouteurs, ça peut être entendu, mais de la radio parlée comme ça, de la radio parlée. Des podcasts comme ça parlés, c'est un petit peu plus difficile. Puis je vous dis, là, je fais mes efforts là, pour que le son soit au maximum. Je compresse au maximum lorsque je fais mes transitions, là, mais c'est toujours. C'est ça. Si je compresse plus fort, là, ça fait de la distorsion. Tu sais, je vais vous donner un extrait. Là. Lorsque je parle plus fort, ça fait de la distorsion. Donc là, je vais éditer ce dernier petit bout-là, là, puis je vais le pousser plus fort, là, puis vous allez voir que c'est peut-être plus fort, mais il y aura de la distorsion. Donc, merci à vous d'être là. Merci de votre participation, entre autres, sur les forums. C'est plus intense. Donc, il y en a qui ont vu leurs notes là, de provisoire, puis ça les a fait paniquer un peu, du moins réagir. C'était l'objectif. Donc là, maintenant, il y a de l'action sur les forums. Ça me donne un peu plus de lecture, mais c'est important, je pense, de vous voir un peu plus actif. Donc, merci aux étudiants qui sont engagés, je le disais. Je dirais qu'il y a un groupe, là, lorsque je regarde les statistiques évidemment, il y en a qui sont moins engagés dans le cours, puis c'est normal. Puis je pense qu'avec des cours là, ici, j'ai 160 inscrits en ce moment. Donc, il y a toujours un groupe qui est à distance, qui est un peu moins là, mais c'est pas bien grave. Là. Je pense je dirais que j'ai à peu près 50 étudiants là, très engagés. Puis par très engagés, là, c'est preuve à l'appui avec les statistiques, les téléchargements, les trophées, les batchs. Donc, ces 50 étudiants-là, là, vous faites la différence. En fait, c'est amplement suffisant pour que votre engagement soit ressenti aussi par vos collègues qui, eux, sont peut-être moins engagés. Je pense que c'est ça aussi. Là, c'est la même chose que vous voyez en classe. Là. Ça prend juste, on est, disons, 100 étudiants en classe. Il y en a 10, 15 là, qui lèvent la main, qui parlent, puis qui mettent un peu d'humour, puis qui mettent un peu d'engagement dans le cours. Puis ça fait la différence entre des fois un cours qui est le fun, puis un cours qui est un peu moins le fun. Donc, merci à vous de donner vie à ce cours. Je pense à ceux qui nous écoutent en podcast, je pense à ceux qui sont là en classe en ce moment. Donc, merci de le faire dans ce contexte de cours d'été où vous avez toutes sortes d'autres engagements, de défis professionnels, défis personnels. Donc, merci à vous tous. Avant d'entamer ce module 9, attention, date importante pour vous, c'est le dépôt du TP2. Le dépôt du TP2 pour vous, ce sera le 3 juillet 2022, évidemment. Ce sera à 23h59. Donc, c'est dans 19 jours. 19 jours. Donc, si pour vous, là, vous ne travaillez que le samedi, avec votre cours, le FI 39.0, là, vous êtes mis une plage le samedi matin en disant « Moi, je travaille juste le samedi matin, FI 39.00 », mais pour vous, il vous reste 3 samedis pour faire ce TP2. Donc, ça vous permettra de prendre la mesure de tout ça. Là. Donc, ce TP2. Donc, le TP2, c'est prendre votre TP1, l'analyser avec la grille de Legault,
prendre une décision en équipe, expliquer votre décision dans un rapport décisionnel. Donc, mentionnez vos principaux arguments, des arguments que vous aurez documentés à l'aide de votre analyse de la grille de Legault, la grille de Legault que vous mettrez en annexe de votre rapport décisionnel. Donc, ça ressemble à ça. Pour vous, si vous travaillez que le samedi ou le dimanche, il vous reste 3 dimanches. Tiens, on va varier un peu pour faire tout ça. Donc, let's go. Pas le temps de niaiser, comme disait l'autre. C'est là que ça se passe pour vous avec le TP2. OK, aujourd'hui, nous allons aborder l'un des problèmes éthiques les plus fréquents, je dirais, dans l'exercice de la profession, dans le monde du travail, en tout cas. C'est une question que j'ai vue dans vos TP1. Certains TP1. Donc, soyez bien attentifs là, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner quelques notions pour reconnaître un TP1, reconnaître un conflit d'intérêts et vous serez à même de reconnaître le conflit d'intérêts qui se cache peut-être dans votre TP1. Donc, voilà. 2 questions pour peut-être vous mettre en contexte, le contexte du conflit d'intérêts. Donc, si vous travaillez pour disons, mettons, on dit ça des fois, mettons, donc disons que vous travaillez pour un employeur et qu'un client vous offre un petit cadeau. Hein? Un petit cadeau, on vous dit merci. Est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts si vous l'acceptez? Si vous acceptez, disons, 2 billets de hockey, 100 $, disons, de billets de hockey, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts? Si vous acceptez ces 2 billets de hockey 3 fois par an pendant 10 ans, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Donc, c'est un peu ça, le conflit d'intérêts, mais vous voyez, là, on va approfondir ce genre de questions-là. Mais je dirais que de façon plus abstraite, les questions qui se posent, c'est lorsqu'on vous demande de choisir entre, je dirais, votre intérêt personnel, donc vous pensez à vous, vous-même, mais en même temps, peut-être, on peut élargir, là, c'est-à-dire vous, mais vos semblables, vos parents, vos amis, vos alliés, votre gang, votre clan. Hein, le clan, là, comme dans la famille, je donnais cet exemple-là en classe là, dans Game of Thrones avec le clan Stark. Là. Hein? C'est pas juste une personne, mais en même temps, c'est un petit clan, ça se tient serré. Donc, une tension entre votre intérêt personnel, étendu, je dirais, puis d'autres intérêts. Donc, il y a cette tension-là, d'autres intérêts qui sont liés à votre profession, donc qui sont liés à votre rôle. Dans votre cas, ça pourrait être la protection du public, la paix sociale, santé, sécurité publique. Voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que vous choisissez votre intérêt personnel, légèrement étendu, ou d'autres intérêts liés à votre profession? Cette tension-là, derrière cette tension-là, se cache le conflit d'intérêts. Ou derrière le conflit d'intérêts se cache ce genre de tension. Ce serait une autre façon de le formuler. Alors, vous allez voir, le conflit d'intérêts, il est partout. Hein? Ce n'est pas un hasard si je vous en parle dans ce cours. Le nombre de fois où on m'a consulté à ce sujet, c'est sûr, moi, je suis un prof d'éthique, là, fait que c'est sûr que si quelqu'un a un problème d'éthique au travail, il finit toujours par me le confier, me le raconter. Des fois, c'est des demandes plus professionnelles de conférences, d'aller parler du conflit d'intérêts. C'est un problème qui est préoccupant, qui est partout, qui est fréquent, puis qui est humain aussi, c'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est le conflit d'intérêts, on le disait, là, ça oppose vos intérêts personnels, puis vos intérêts professionnels. Puis, on vous demande de sacrifier, je dirais, une partie de vos propres intérêts personnels au profit d'intérêts autres. Avez-vous déjà réussi ça? C'est un défi en soi, là. Sacrifier son propre intérêt au profit d'intérêts autres. Si vous voulez un exemple plus concret, là, on parlait
dans notre avant-match là, des 2 ans assez épuisants que nous avons eus, disons. Et vous savez pourquoi. Le contexte COVID, on peut s'en servir aussi pour parler de tout ça. La COVID, 2 années pénibles, mais surtout 2 années au cours desquelles nous avons dû faire des choix difficiles et des choix qui mettaient en tension, je dirais, des tensions qui ressemblent à ça. Euh, Mon intérêt personnel, évidemment, hein, mes activités, mes amis, mes proches, moi et mon cercle proche, et l'intérêt public, hein, la santé publique. Je pense que ça a été une belle pratique quotidienne là, pour vous pendant 2 ans. Puis, quel genre de décision, justement, vous avez eu tendance à prendre dans ce contexte? Votre intérêt personnel, hein, justifié par toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, ou l'intérêt public? Puis, si vous avez fait ce choix là, avec ce sentiment d'injustice, peut-être là, que vous avez ressenti lorsque vous êtes aperçu que certains privilégiaient leur intérêt personnel. Hein, donc, concrètement, je dirais que c'est très difficile. Je vous invite d'ailleurs à reconnaître, hein, vous l'avez vu au cours des 2 dernières années, euh, ça reste des problèmes humains, c'est nos fragilités humaines, puis choisir entre son intérêt personnel, sacrifier son intérêt personnel, c'est très difficile. Hein, puis plusieurs ont décidé de se recroqueviller un peu, puis d'être proche de leur intérêt personnel. Puis, on peut les blâmer, mais en même temps, il faut reconnaître que ça fait partie de nos failles. C'est très humain. Hein. C'est plutôt le contraire qui est extraordinaire, là, de dire, non, non, moi, je sacrifie une partie de mon intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Il y avait toutes sortes d'exemples. On voyait, on va le voir, là, c'est quoi exactement un conflit d'intérêt, mais je dirais qu'un des ingrédients au cœur du conflit d'intérêt, c'est l'exercice du jugement. Comment ça peut teinter notre jugement ou influencer notre jugement. Puis vous l'avez vu pendant la pandémie avec un certain, j'ai l'exemple à la maison là, avec mes ados, en fait. Un ado là, qui était exactement à la toute fin de son secondaire, puis qui s'en allait au cégep. Puis là, il y avait le bal de finissant. Puis curieusement, euh, c'était donc bien d'aller à l'école pour la santé mentale des jeunes, puis le confinement, c'était moins bien. Donc, comment tout ça, quand ton intérêt personnel est en jeu, comment ça peut influencer un peu ton jugement? Du moins, le sacrifice qui est encore plus grand dans ce genre de contexte-là. Donc, c'est humain, je dirais, puis il faut bien sans le reconnaître. Le conflit d'intérêts, on va en parler de façon assez abstraite, mais en même temps, de demander à une personne de sacrifier son propre intérêt personnel, c'est tout un défi. Donc, avez-vous des exemples de conflits d'intérêts? Je pense que vous devez, là, en ce moment, là, faire l'effort d'avoir votre propre exemple en tête. Hein, un moment ou un exemple autour de vous, une personne est en tension entre son intérêt personnel puis les intérêts qui sont liés à son rôle. Puis, des exemples, moi j'en ai vu dans les TP1, je vous le disais un peu plus tôt, puis ça va être intéressant de voir, en tout cas dans le contenu du module 9 sur le conflit d'intérêts, ben, il y a plusieurs notions qui vous permettront de reconnaître le conflit d'intérêts dans vos TP1 et de résoudre un conflit d'intérêts. Et là, ce sera dans le TP2. Un étudiant me demandait pendant je pense que je mentionnais aussi cet exemple-là dans l'enregistrement de cours. Un étudiant me demandait à la fin de son TP2, c'est-tu normal si à la fin, c'est moi, hein, c'est le personnage central de mon TP2 qui prend la décision, puis la décision, ben, c'est moi qui en tire le plus d'avantages. C'est-tu normal si à la fin, c'est moi qui prends la décision? Puis, dans la balance des conséquences et des inconvénients, c'est moi qui ai le plus de conséquences bénéfiques. Alors, je pense qu'on est là aussi là, dans l'histoire du conflit d'intérêts. Si c'est vous qui prenez la décision, ben, ça se peut que vous preniez une décision qui favorise votre propre intérêt personnel. C'est là, cette pression-là, elle est là. Puis d'ailleurs, Legault, dans la grille de Legault, il y a le critère d'impartialité.
Le critère d'impartialité, il est justement là pour tenir compte de cette réalité. Hein, vous posez la question, êtes-vous impartial? Êtes-vous impartial? Bonne question. C'est moi qui prends la décision, donc je suis partie prenante. Hein, j'ai fait le calcul des conséquences positives, négatives sur chacune des parties prenantes, puis moi, je suis là, je suis partie prenante. Puis curieusement, la décision, elle fait plutôt mon affaire. Est-ce que je suis impartial? Autrement dit, est-ce que je serais capable de convaincre quelqu'un d'autre que ma décision est bonne ou c'est le fait que cette décision-là, je suis partie prenante, qu'elle est bonne pour moi, que je pense que c'est la bonne décision? Donc, le critère d'impartialité, là, il est là dans la grille de Lego exactement pour ça. Donc, en matière de conflit d'intérêts, on parle de gestion de risque. Hein? C'est un risque d'une nature toute particulière qui est un risque éthique. Hein? Un risque éthique, c'est comme ça qu'on le qualifie. Donc, le risque qu'une personne qui prend une décision importante, ça, on va le voir, là, des conflits d'intérêts lorsque les personnes ont des rôles plus importants, des responsabilités plus importantes. Donc, le risque qu'une personne qui prend une décision importante puisse être tentée de privilégier son propre intérêt personnel au détriment des intérêts propres à son rôle ou à sa profession. Hein, quoi faire lorsque j'ai cette tension-là? Qu'est-ce qu'on s'attend de moi en tant que professionnel? Que je serve mes intérêts personnels? Non, plutôt l'intérêt public. Est-ce que c'est possible de sacrifier son intérêt personnel au profit de l'intérêt public? Donc, poser ce genre de questions, là, c'est exactement parler de notre thème qu'est le conflit d'intérêts. D'abord, sachez-le, votre ordre professionnel, lui, il vous demande d'éviter le conflit d'intérêts. Donc, c'est simple. Vous voulez pas, vous avez des problèmes, vous n'aimez pas les maths, faites pas de maths. Donc, vous n'êtes pas capable de résoudre des problèmes en maths, faites pas de maths. C'est une façon intéressante de concevoir ça. Mais le conflit d'intérêts, bien souvent, je vous le disais, là, vous êtes toujours en conflit d'intérêts. Donc, les éviter, c'est bien, dans le meilleur des mondes. Mais si vous êtes pris avec un conflit d'intérêts, on verra que ça exige des solutions de gestion, puis j'en aurai quelques-unes à vous proposer. Donc, sacrifier son propre intérêt personnel, votre ordre exige que vous sacrifiez. C'est un geste incroyable là, qu'on vous demande. Puis je pense qu'il faut reconnaître la hauteur des ambitions, là. Puis des fois, je trouve qu'on néglige un peu l'importance du sacrifice, surtout aujourd'hui d'une société là, libérale où la réussite personnelle est tellement promue, tellement valorisée. Donc, on demande un sacrifice important, difficile, surtout aujourd'hui dans la culture qui est la nôtre. Sacrifiez votre intérêt personnel. C'est ce qu'on vous demande. Au profit de l'intérêt public. Rien de moins. Ah, on va le formuler, ça s'appelle le désintéressement. Désintéressement, c'est se distancier de ses propres intérêts personnels. Désintéressement. C'est un mot simple qui est mentionné comme ça dans votre code de déontologie, le devoir de désintéressement. Puis on en parle comme ça. On vous donne le devoir de le faire. Mais est-ce que vous en êtes capable? Est-ce qu'on mesure la hauteur de la difficulté de la tâche qu'on vous donne? Ce qu'on vous demande plutôt, ce qu'on vous demande, c'est de vous distancier donc de vos propres intérêts personnels, de poser les gestes nécessaires pour vous assurer que ce sont les intérêts publics qui sont toujours et d'abord privilégiés. Hein, c'est simple. Protection du public, santé publique, paix sociale, c'est ça que vous devez privilégier au sacrifice de votre intérêt personnel. Donc, cette tension-là, là, c'est le conflit d'intérêts. Puis ces situations-là, je vais tenter de vous donner les outils dans ce module pour essayer de les reconnaître, puis essayer de vous donner les outils pour, malgré cette pression-là, cette tension-là, de malgré tout être capable de protéger le public dans la mesure du possible en respectant vos engagements professionnels. Donc, il faut être honnête, je pense, si on veut parler de conflit d'intérêts, dire que ça existe, dire que c'est là, dire que tout un chacun, on va être pris un jour face à un conflit d'intérêts, puis c'est possible de le résoudre. Donc, il ne faut pas se faire de cachette. On a tous tendance, et votre prof aussi, là,
On a tous tendance à privilégier notre propre intérêt personnel, à nos avantages, nos privilèges, ceux de nos proches, ceux de nos alliés, de nos semblables, notre famille étendue, c'est sûr. Je pense que c'est humain. J'ai donné l'exemple des Stark, dans la culture populaire, il y a les Corleone, il y a les mafieux. Là, c'est fascinant. On se protège, on protège notre clan, ceux qui font partie du clan protègent son propre intérêt personnel. C'est humain, je pense que c'est ça qui est attendrissant dans ces histoires-là. C'est pour ça que ça nous touche. Défendre ses proches, ses amis, ses alliés, c'est beau, c'est normal, mais en même temps, ça ne s'arrime pas nécessairement facilement avec d'autres exigences comme celles qui sont associées à l'exercice de votre profession. Donc, c'est humain et pourtant, ça peut, pour vous, parfois, poser un problème. Donc, pourtant, votre ordre professionnel et votre rôle à titre de professionnel vous demande exactement le contraire, c'est-à-dire mettre de côté votre propre intérêt personnel au profit d'intérêts autres, je le disais, protection du public, santé publique, sécurité publique, paix sociale. Donc, c'est un geste qui défie toutes les tendances naturelles humaines. Si vous laissez le naturel aller, je dirais que les humains, en même temps, c'est une philosophie, ça, de le formuler comme ça, mais je vais rester avec mes questionnements en me grattant le menton. Mais je dirais que c'est une tendance naturelle humaine de plutôt protéger ses proches, de protéger sa propre personne, puis un réseau légèrement restreint de personnes et d'alliés qui tournent autour de cette personne. Et le contraire, donc sacrifier ça, c'est un geste surhumain au sens propre, là, qui dépasse notre propre nature, je dirais, hein, presque super héroïque en ce sens, pour reprendre des thèmes du cours, un thème qui m'est cher. Donc, choisir la protection du public et l'intérêt public au sacrifice de votre propre intérêt personnel. Donc, le module 9 est exclusivement consacré à ce thème, le conflit d'intérêts. Je le disais, c'est fréquent, c'est partout, c'est là. Vous allez être un jour en conflit d'intérêts. Puis c'est pas grave, il faut être capable de le reconnaître par contre et de déployer des mesures de prudence pour gérer ce conflit d'intérêts. C'est exactement ce que je vais vous proposer dans ce cours. Donc, deux objectifs. Reconnaître un conflit d'intérêts. Donc, reconnaître, hein, le définir d'abord pour l'identifier, le reconnaître, admettre son existence, y compris dans votre TP1 pour certains. Puis, surtout, éventuellement, le reconnaître lorsque vous serez personnellement concerné ou que vos collègues autour de vous seront concernés. Je pense que c'est la plus grande difficulté. Hein. Le premier objectif, c'est peut-être le plus difficile, puis je vais y consacrer plusieurs minutes, là, je dirais, ici même, mais aussi dans cet enregistrement, mais aussi dans l'enregistrement de cours. Donc, c'est la plus grande difficulté. La plupart de celles et ceux qui vous entourent n'auront pas exactement de définition du conflit d'intérêts. Ils vont vous affirmer qu'il n'y a qu'apparence de conflit d'intérêts. Hein, ça, c'est l'échappatoire ultime, là, c'est apparence de conflit d'intérêts. Hein, dans le langage commun, là, ce que ça veut dire, c'est je ne sais pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts, mais disons qu'il y a apparence de conflit d'intérêts. C'est un peu ça, là. C'est un aveu de non-compétence, là. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais on va admettre qu'il y a des apparences. Des fois, ça peut même vouloir dire il y a peut-être un problème, mais en même temps, toi et moi, on ne sait pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêts, donc oublions ce problème. Celui-là, cette interprétation-là, elle peut être un peu plus problématique, mais pour vous, disons, désormais, là, l'expression apparence de conflit d'intérêts, je veux que pour vous, que ça serve un peu de la petite clochette là, avec les chiens de Pavlov. Là. Donc, je dis apparence de conflit d'intérêts, puis là, vous vous dites, oh, c'est le moment de cerner c'est quoi exactement un conflit d'intérêts, de reconnaître qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. Donc, c'est quoi la définition déjà du conflit d'intérêts? Puis est-ce que la situation qu'on me dépeint, est-ce que c'est effectivement c'est apparence de conflit d'intérêts ou il y a un conflit d'intérêts? Hein? Puis pour
trancher s'il y a apparence ou non. Ça vous prend une définition claire du conflit d'intérêt. Donc, 2 objectifs. Vous devez d'abord l'identifier, puis ensuite, vous devez le résoudre et agir prudemment, là. Donc, on ira, ça fait partie des 2 objectifs du module et 2 objectifs aussi de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous disais, pour reconnaître un conflit d'intérêt, ça vous prend une définition. Hein? Donc, je traverse une situation. Est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Autrement dit, est-ce que ça correspond à la définition de conflit d'intérêt? Ça en prend une. Minimale, mais ça en prend une. Moi, je vous propose une définition dans l'enregistrement de cours, puis c'est celle que je vais vous expliquer maintenant. C'est celle de Davis, donc Michael Davis, qui vous en propose une définition qui est assez, qui est applicable, hein. C'est une définition de juriste, donc on peut l'utiliser dans toutes sortes de contextes, y compris devant un juge, c'est l'avantage. Mais, mais en même temps, elle est assez profonde. C'est pas seulement une petite définition, là. On met en exergue les différents concepts qui se dessinent, qui sont là au cœur du conflit d'intérêts. Pour Davis, la première, donc il y a 3 ingrédients. La première, ça prend l'exercice du jugement. Donc, est-ce que je suis en train d'exercer mon jugement ou est-ce que je vais exercer mon jugement? Donc, on vous a confié une tâche difficile, délicate, puis vous êtes en train d'exercer votre jugement ou vous aurez à exercer votre jugement. Puis d'ailleurs, je vous invite à revoir la définition de jugement qu'on a vue là, au module précédent. Donc, juger. Vous êtes en train de juger, c'est une tâche délicate. Vous êtes en train de vous prononcer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Puis, donc, on vous demande de vous prononcer. Vous êtes en train d'exercer votre jugement. Donc, ça, c'est l'ingrédient 1. Ce n'est pas n'importe quelle tâche. On vous donne des tâches où vous devez exercer un jugement qui s'appuie sur votre expérience, vos connaissances. Donc, c'est un jugement riche, là. Deuxième ingrédient, confiance. Ben oui, il y a un ingrédient de confiance ici, là, c'est-à-dire qu'une personne vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Donc, ça peut être votre client, votre patron aussi, dans certains cas. La société vous fait confiance pour exercer à sa place un jugement. Donc, on vous demande d'exercer un jugement. Puis, on vous fait confiance. Puis, on a confiance en votre jugement. Puis, on vous demande d'effectuer un jugement à leur place. Parce qu'on croit que votre jugement est plus juste et plus compétent, plus connaissant, plus expérimenté. Donc, c'est ça. On vous fait confiance. Puis, ce n'est pas une confiance aveugle, c'est juste votre titre, votre expérience, votre statut, votre rôle fait en sorte qu'on peut vous faire confiance pour exercer un jugement à notre place. Donc, il y a une relation de confiance qui est là. Et le troisième ingrédient, c'est l'intérêt. Ben oui, le conflit d'intérêt. Donc, il y a un intérêt personnel qui est là et qui peut influencer votre jugement. Hein, qui peut faire en sorte que vous soyez tenté de privilégier votre propre intérêt personnel au détriment des intérêts autres, hein, ceux de votre client, de votre patron, de votre ordre professionnel, ceux du public. Donc, votre intérêt personnel, il est là, je l'ai défini un peu plus tôt, et il risque d'influencer votre jugement. Pourtant, cette personne vous fait confiance. Vous voyez, les ingrédients, ils reviennent. Donc, cette personne vous fait confiance. Elle a confiance en la justesse, la valeur de votre jugement. Puis, votre intérêt personnel. Il y a un intérêt personnel qui peut biaiser ce jugement. Et, incidemment, trahir sa confiance. Parce qu'elle pensait que votre jugement était juste, objectif. Puis, cet intérêt-là risque de biaiser, influencer votre jugement. Donc, 3 ingrédients. Jugement, confiance, intérêt. Et si vous avez ces 3 ingrédients, hein, c'est cumulatif tout ça, là, ben, il y a conflit d'intérêt. Donc, pas apparence de conflit d'intérêt, là. Ben, vous avez entendu apparence de conflit d'intérêt. Petite cloche. Ding, 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 ding. Je pense que je vais rajouter une petite cloche à l'audio. Ding, ding, ding. Ça, c'est mon meilleur son de cloche. pas apparence de conflit d'intérêt, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt avéré.
parce que vous avez les trois ingrédients. Hein. Vous pensez que oui, il y a conflit d'intérêts parce que je suis en train d'exercer mon jugement. Cette personne-là, évidemment, a confiance en mon jugement. Puis il y a un intérêt qui peut influencer mon jugement et donc trahir la confiance de cette personne. Donc, il n'y a pas apparence de conflit d'intérêt, il y a conflit d'intérêt. Ça se dit, ça. Pas toujours, là. Parce que souvent, les gens associent, il y a conflit d'intérêt, donc il y a faute. Donc, évidemment, si j'admets qu'il y a faute, ben, il va y avoir sanction à mon endroit. Alors que le conflit d'intérêt, bien compris, il faut s'assurer qu'autour de vous, on le comprenne aussi de cette façon-là. Il y a une tension, il y a un risque. Il y a un risque, effectivement, que mon jugement soit influencé par cet intérêt personnel. Puis on va le gérer plutôt, ce risque. Et bonne nouvelle, ben, c'est possible de gérer un conflit d'intérêt. Donc, trois ingrédients. Vous serez capable d'identifier et de reconnaître un conflit d'intérêt. Même en relisant votre TP1, vous serez capable de reconnaître un conflit d'intérêt si vous maîtrisez ces trois ingrédients. On ne peut pas se contenter de dire qu'il y a apparence de conflit d'intérêt, il faut au moins vérifier. Puis s'il n'y avait qu'apparence, autrement dit, s'il manque un ou plusieurs ingrédients, ben à ce moment-là, il y avait juste apparence de conflit d'intérêt. Puis c'est ça. À la limite, on peut peut-être gérer les apparences. Dans certains milieux, c'est super important. Mais il n'y a qu'apparence. Ou vous concluez autrement qu'il y a conflit d'intérêt avéré, donc il faut le gérer. Il y avait autour de moi, là, bon, on dit reconnaître un conflit d'intérêt, c'est bien, ça commence comme ça, puis c'est bien, là, maintenant, vous avez les trois ingrédients, mais je dirais que c'est le début du processus. Il faut d'abord le reconnaître, sinon on ne peut pas le gérer. Là. Donc, on le reconnaît, ensuite on le gère, mais on ne peut pas se contenter non plus de juste le reconnaître. Hein, autour de moi, là, il y a une collègue, tiens, je vais le dire comme ça pour être sûr de ne pas... Un ou une collègue qui m'avait dit autour de moi, des conflits d'intérêts, des fois ça arrive, puis on a des formulaires de divulgation de conflits d'intérêts, puis on demande de remplir le formulaire. Puis je lui avais dit, ben c'est intéressant, puis qu'est-ce que vous faites avec les formulaires? On n'a pas de processus encore, là, mais on a ce formulaire-là. Ils doivent divulguer leur conflit d'intérêts. Ben, c'est bien, c'est bien, mais il faut se rendre au bout du processus. Là. Sinon, on a plein de personnes qui nous confient qu'ils sont en conflit d'intérêts, donc qu'ils sont en situation de risque, puis on leur dit, c'est bien, il y a un risque, puis on classe les dossiers en ordre alphabétique. Ça demande un peu plus, là. Donc, il y a conflit d'intérêts, mais en même temps, il faut dépasser ça un peu, puis dire, ben OK, il y a conflit d'intérêts, il va falloir le résoudre prudemment. Et c'est dans cette voie-là. Donc, je vous avais dit deux objectifs, le reconnaître et le gérer prudemment. Dans l'enregistrement de cours, vous allez le voir, là, je vais aborder plusieurs pistes de solutions de gestion. Hein. Certains, vous allez le voir, là, c'est des solutions préventives, donc avant que vous soyez en train d'exercer votre jugement. D'autres sont plutôt des solutions correctrices, donc c'est-à-dire que vous êtes en train d'exercer votre jugement puis il faut gérer urgemment le risque. Donc, vous irez voir là, ces différents exemples et différentes pistes de solutions que je vous donne dans l'enregistrement de cours, mais je me permets quand même de les résumer ici. Hein, les pistes de solutions pour gérer un conflit d'intérêts, il y en a plusieurs, et c'est la bonne nouvelle. La piste de solution qui est la plus souvent invoquée, c'est d'éviter le conflit d'intérêts. Hein, je le mentionnais un peu plus tôt. Éviter le conflit d'intérêts, donc c'est intéressant, ça vous permet d'éviter le risque, mais ça ne vous permet pas de gérer le risque. Donc, c'est bien d'éviter le risque, mais une fois qu'on est pris dans ce genre de situation-là, il faut résoudre le conflit d'intérêts. Donc, ça prend d'autres pistes de solutions. Mais je dirais qu'une des premières pistes de solutions organisationnelles qu'on voit en matière de conflit d'intérêts, c'est vous demander d'éviter les conflits d'intérêts, ce qui est une bonne idée en soi. Deuxième piste, divulguer le conflit d'intérêts. Hein, je vous le disais, c'est très bon point de départ, très mauvais point d'arrivée. Mais au moins, c'est un bon point de départ. Donc, le divulguer, en parler à votre patron. Salut, ouais, j'ai un conflit d'intérêts. Puis, il va falloir gérer ça.
vous en parlez peut-être aux répondants. Dans certaines organisations, là, il y a maintenant des répondants en éthique, aux clients, même des fois. Tu me demandes mon avis, mais en même temps, je suis un peu en conflit d'intérêts. On le dit déjà aux clients. Donc, des déclarations de conflit d'intérêts maintenant, c'est assez usuel dans les organisations. Donc, il faut le dire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Hein, ça fait partie des termes logiques, là. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Les autres pistes de solution, délester les intérêts en conflit. Donc, essayez de vous départir des intérêts personnels qui peuvent influencer votre jugement. Hein, dans le cours, je parlais il y en a qui vont avoir des actions en valeur mobilière, des actions qui sont directement dans leur champ d'expertise ou de compétences. Ça peut vous mettre en conflit d'intérêts. Vous devriez vendre ça ou mettre ça dans des sociétés sans droit de regard. Donc, il y a toutes sortes de pistes de solutions pour vous aider à vous délester de vos intérêts en conflit. L'autre exemple que j'avais en classe, c'est une relation amoureuse, par exemple. Évitez les relations amoureuses lorsque vous avez je sais pas, une relation d'autorité dans le monde du travail. Là, ça peut être très, très problématique. Sinon, si vous n'êtes pas capable de mettre fin à la relation amoureuse, réajuster la relation d'autorité. Donc, il y a toutes sortes de pistes de solutions, mais ça peut très certainement vous mettre en situation de conflit d'intérêts. Donc, vous délestez, essayez de vous séparer des intérêts en conflit. Quatrième piste de solution, déléguer. Hein? Déléguer quoi? Mais déléguer l'exercice du jugement. Si vous craignez que votre jugement soit influencé par vos intérêts personnels, ben, dans certaines situations, tu me demandes ça, mais en même temps, je suis en conflit d'intérêts. Tu me demandes mon avis, mais je suis en conflit d'intérêts. Je vais te demander, je vais plutôt te référer à un collègue qui, lui, va te donner son avis, puis lui, il n'est pas en conflit d'intérêts. Puis, donc, son avis sera plus juste, plus honnête, plus intègre, plus objectif, voilà. Donc, déléguer. Déléguer quoi ici? Déléguer l'exercice du jugement parce que vous craignez qu'il est peut-être biaisé. Superviser, donc, cinquième piste de solution, superviser, auditer, donc, demander à quelqu'un, ça peut être plus sophistiqué, ça peut être un organisme externe. Vous pensez que votre institution est en conflit d'intérêts, demandez à une institution externe de superviser le processus décisionnel. Vous pensez que votre propre jugement personnel est biaisé, vous pouvez demander à une autre personne de superviser votre travail, votre prise de décision, valider votre prise de décision parce que cette personne-là n'est pas en conflit d'intérêts alors que vous l'êtes. Donc ça fait partie des pistes de solutions. Sanctionner. Sanctionner, je mets toujours cette piste de solution-là à la fin parce que ce n'est pas vraiment une piste de solution personnelle, c'est souvent une piste de solution organisationnelle, c'est-à-dire que pour la personne qui est en conflit d'intérêts, qui n'a pas été capable de reconnaître ce risque et qui, parce qu'il n'a pas été capable de reconnaître ce risque, n'a pas géré ce risque, puis a fait toutes sortes de bévues et maladresses, sinon fautes, ben pour lui, il va falloir le sanctionner. Au point de vue individuel, ben, c'est un aveu d'échec en disant, ben là, tu es en conflit d'intérêts puis tu as servi tes intérêts personnels alors qu'on te demande le contraire. Donc, il va y avoir une sanction. Puis pour les autres, ben, ça fait partie des pistes organisationnelles, c'est-à-dire qu'on sait que c'est interdit, on sait que vous devez le gérer prudemment, votre conflit d'intérêts, puis si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions. Donc, ça fait partie des pistes de solutions aussi là, pour gérer les cas de conflit d'intérêts mal gérés, non reconnus, négligemment gérés. Donc, toutes sortes de solutions. Il y en a plusieurs, je vous le disais, le défi, c'est d'abord de reconnaître le conflit d'intérêts et ensuite le gérer. Donc, c'est-à-dire éviter, divulguer, délester, j'en ai parlé, déléguer, superviser et sanctionner au besoin. Donc, toutes des belles pistes de solutions impossibles à appliquer si vous n'avez pas fait l'effort ou si vous n'avez pas les compétences pour reconnaître un conflit d'intérêts. Donc, d'abord le reconnaître, puis ensuite les résoudre. Donc, vous irez voir la dernière partie, entre autres, de l'enregistrement de cours en classe. Je répète un peu tout ça. Donc, comment le reconnaître, les pistes de solutions,
Je donne peut-être plus d'exemples aussi en classe. Des fois, je fais des parenthèses un peu plus longues ou je suis peut-être plus généreux, je dirais, dans mes explications. Mais ici, je me suis permis d'y aller un peu plus rondement, de façon plus condensée parce que vous m'écoutez encore plus lorsque j'arrête de parler, parce que là, ça attire votre attention. Donc, ultimement, la question du conflit d'intérêts, je le disais en introduction, ça nous rappelle nos inclinaisons, nos tendances naturelles, nos failles humaines. Ça nous rappelle notre propre humanité, hein, notre tendance à privilégier notre intérêt personnel. C'est beau, ça fait partie de nos failles. Hein, mais rappelons-le, ces failles sont belles et attendrissantes, mais elles peuvent parfois être problématiques là, dans l'exercice de certains rôles. Nous avons donc tendance à privilégier notre intérêt personnel. C'est normal. Mais cette tendance, je le disais, oui, je le disais, voyons, je vais te le dire, je le disais, génère un risque. C'est ça, disait et génère qui suivent, qui posait problème dans ma tête. Donc, ça génère un risque important, hein, un risque éthique, c'est ce qu'on a dit. Puis, notamment dans l'exercice de votre profession, parce que le professionnel est humain, puis il a des failles, puis peut se placer en situation de risque. Ça se peut, mais il faut gérer prudemment ce genre de risque, notamment essayer de privilégier les intérêts qui sont associés à son rôle, malgré le fait que notre intérêt personnel soit souvent plus naturellement, plus facile peut-être des fois à protéger. Donc, puis collectivement aussi, hein, placer les professionnels dans un contexte où on tentera collectivement de réduire ce risque. On le sait qu'on a tendance à privilégier nos intérêts personnels. Il faut créer des outils institutionnels, organisationnels pour réduire ce risque. Et la pire des gestions de ce risque, rappelons-le, c'est de nier l'existence de ce risque ou de ne pas être capable de le reconnaître. Je pense que ça se transpose très bien là, pour des risques techniques. Là. Vous êtes en train de construire des ponts, des routes, des structures. Imaginez si vous n'êtes pas capable de reconnaître un risque, comment le gérer prudemment, ça devient impossible. Alors que si vous êtes compétent pour reconnaître le risque, il y a des mesures, des correctifs qui vous permettront de gérer prudemment la situation. Et ça arrive souvent avec le conflit d'intérêts. Ça arrive souvent, mais nous ne sommes pas tous également compétents pour reconnaître ce conflit d'intérêts. Vous irez voir les extraits de la commission Charbonneau. Là. Il y en a quelques-uns dans l'enregistrement de cours. Là. Il y en a quelques-uns assez épiques. Là. Donc, une personne qui travaille dans la fonction publique. On pense à l'ingénieur Marcel. Là. Vous irez voir son témoignage dans l'enregistrement de cours. Là. C'est quelque chose. Hein? Donc, lui, il est ingénieur pour la ville de Montréal. Puis, il reçoit des cadeaux, des milliers de dollars en cadeaux. Là. Donc, des voyages de golf, des voyages dans le sud même. Puis, que lui, est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Pas vraiment. Donc, reconnaître que, écoute, ça, à un moment donné, ces cadeaux-là cumulés, ça peut biaiser ton jugement aussi envers la personne qui t'offre ces cadeaux. Puis Marcel, là, un ingénieur Marcel qui se surprend après qu'on mette en doute son jugement, alors qu'il a donné plusieurs contrats, plusieurs informations privilégiées à justement un des soumissionnaires qui était un de ces généreux donateurs de cadeaux, sinon devenu ami. Là, donc, il y a ça à l'œuvre. Là. Donc, soyez prudents. Les exemples que je vous donne de la commission Charbonneau, c'est un peu ça. Là. Vous donnez les outils pour vous éviter peut-être de vous retrouver, ne serait-ce que dans des situations qui ressemblent à celles de Marcel. Même un début de situation qui ressemblerait à l'exemple cité dans le cours, là, ça serait pour vous très, très problématique. Donc, c'est un exemple extrême, là, mais des fois, ça en prend un peu pour que les notions soient bien comprises et bien intégrées. Donc, le conflit d'intérêts, il y a d'autres notions aussi qui sont importantes. Je pense que les biais psychosociologiques, je me permets peut-être d'en mentionner deux ici. Il
plusieurs biais psychosociologiques, hein, nos tendances psychologiques à privilégier notre intérêt. Ceux-là sont très bien documentés là, en psychosociologie. Ici, on parle entre autres le biais d'optimisme, par exemple. Hein, le biais d'optimisme, c'est quoi? C'est lorsque le sujet, et là je parle de vous, je parle de moi, évidemment, là. Donc le sujet il se juge moins exposé à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui. Donc comme vous en ce moment-là. Hein? Donc vous reconnaissez qu'il y a un risque, je vous l'explique, puis vous vous dites, c'est vrai qu'il y a un risque, mais moi je suis un peu plus... je ne suis pas nécessairement soumis à ce risque, du moins je suis moins à risque que la plupart de mes congénères ou semblables. Donc c'est un peu ça le biais d'optimisme. Donc la preuve du biais d'optimisme, là, c'est que je vous explique depuis plusieurs minutes c'est quoi un conflit d'intérêts, c'est quoi le risque, puis vous avez consenti au fait qu'il y a un risque, puis en même temps, vous vous êtes dit, ben il y a un conflit d'intérêts, il y a un risque, mais en même temps, moi je suis peut-être moins à risque. Puis lorsque vous serez en conflit d'intérêts, ça sera encore plus aigu, je dirais, comme intensité. Là. C'est-à-dire que vous êtes connaissant en matière de conflit d'intérêts, mais parce que vous êtes en conflit d'intérêts, vous allez reconnaître qu'il y a un risque, mais vous allez vous sentir aussi un peu plus à l'abri de ce risque que la plupart de vos proches et congénères. Donc, retenez aussi ce biais psychosociologique. Un autre biais impliqué dans le conflit d'intérêts. On l'appelle le biais de la tâche aveugle. Donc, celui-là, c'est encore plus méta. Là. C'est-à-dire qu'on a tendance, là, je vous explique un biais, mais ce qui est intéressant aussi dans les biais, hein, le biais de la tâche aveugle, c'est ça. On vous explique le biais, mais on a tendance à ignorer nos propres biais cognitifs à l'œuvre. On reconnaît l'existence des biais, mais on a tendance à ignorer nos propres biais à l'œuvre, notamment lorsque nous sommes euh, personnellement euh, impliqués. Donc, attention, là, vous qui m'écoutez en ce moment, là, vous, là, tiens, vous comme Bernard Rochette, là, qui m'écoutez en ce moment, ça permet, ça doit permettre pour Bernard de rattraper son attention. Là. Vous comme Bernard Rochette ou comment s'appelait-elle? Laurence Charbonneau, qui m'écoutez dans le métro, là, vous qui m'écoutez en ce moment, là, attention. Hein? Vous avez des biais, mais vous avez tendance à ignorer vos propres biais cognitifs à l'œuvre, notamment lorsque vous êtes personnellement impliqué. Donc attention, ces biais influencent la prise de décision, influencent l'exercice du jugement, y compris du vôtre. Donc, ça serait une façon peut-être de le formuler autrement. Le conflit d'intérêts, donc. Facile de voir le problème chez les autres, difficile de le reconnaître chez soi, avons-nous dire. Difficile de le reconnaître et d'agir prudemment, notamment lorsque nous sommes personnellement impliqués. Je le disais un peu plus tôt, nous avons tendance à protéger nos propres intérêts personnels, parfois au détriment des autres intérêts, notamment l'intérêt public, protection publique, paix sociale, santé, sécurité publique, oui. Or, on s'attend de vous un geste d'une très grande générosité, extraordinaire, héroïque, ai-je dit, sacrifier votre intérêt personnel. Poser un geste extrêmement difficile, contre-intuitif, contre nature. Cela dit, certaines questions importantes dépassent votre propre pouvoir individuel. Hein. C'est ce qu'on appelle les pressions organisationnelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tout ça tout seul. Des fois, ce sont nos institutions, des fois, c'est le système qui nous place dans ces contextes délicats. Et la dernière question que je voulais vous poser, c'était justement celle des institutions. Hein. Que peuvent faire nos institutions? Que peuvent faire vos employeurs? Que peuvent faire vos ordres professionnels pour vous créer un contexte de travail dans lequel ce sacrifice de l'intérêt personnel sera possible, plus aisé? Hein, peut-on vous plonger dans des milieux de travail où ce serait moins tentant, je dirais, de privilégier vos propres intérêts personnels?
Et si c'est possible, ben, de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il faut vous fournir un meilleur salaire? Est-ce qu'il faut vous fournir un code de déontologie? Est-ce qu'il faut vous fournir un code de travail sanctionné? Avez-vous besoin de normes, de règles, de normes plus restrictives, de sanctions plus restrictives, seulement de sensibilisation, de formation, d'éducation, surveillance, nommez-les, là. Il y a plusieurs outils qu'on peut mettre en place, mais ça fait partie des outils structurels, organisationnels, pour faire en sorte que plusieurs d'entre vous décideront de privilégier l'intérêt public au détriment de l'intérêt personnel. Donc, moi, je fais ma part ici. Hein, je vous aide, je vous sensibilise, je vous donne certains outils de compétences, certaines connaissances. Je vous aide à reconnaître c'est quoi un conflit d'intérêts, à reconnaître qu'il y a un contexte de risque éthique. Je tente de vous aider à déployer quelques pistes de solutions pour gérer prudemment, mais je dirais, il vous reste à faire votre part, donc individuellement, mais aussi collectivement. Voilà, ce sont les thèmes au programme dans ce module 9. Et à la fin de ce module, donc si on examine les objectifs pédagogiques du cours, vous devriez être en mesure de définir la notion de conflit d'intérêt. Donc, êtes-vous capable de définir le conflit d'intérêt? Ben, je vous ai donné une définition. La savez-vous? Ah, il y avait 3 ingrédients, puis là... Est-ce qu'il y a apparence de conflit d'intérêt? Ah, t'as peu, la petite clochette. Ding, ding, ding. T'as peu, là, ça me prend ma définition de conflit d'intérêt pour voir s'il y a apparence. La définition, c'est ça. Est-ce qu'il y a apparence? Je regarde les 3 ingrédients. Donc, ça me permet de reconnaître, deuxième objectif, une situation de conflit d'intérêt. Et 3, de proposer différentes pistes de solutions, de gestion, des pistes de solutions personnelles, individuelles, collectives, qui vous permettront de poser les actes et les actions appropriées. Donc ça fait partie des 3 objectifs de ce module 9. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. C'est tout pour ce module 9. Excellente semaine. On ne lâche pas, hein, plus que quelques semaines pour vous, plus que quelques semaines de travail aussi pour votre TP2. L'examen final, en plus, s'en vient, mais je le sais, là, vous avez commencé votre étude, vous avez révisé, puis il y a plusieurs exercices formatifs qui vous aident à intégrer tout ça. Vous n'aurez pas besoin d'étudier si intensément que ça dans la dernière semaine parce que vous faites tout au fur et à mesure, vous participez sur les forums. Donc sinon, si je peux vous aider, faites-moi signe par courriel. Souvent, c'est la façon la plus efficace de me rejoindre. Je suis là pour vous aider, vous accompagner. C'est tout pour moi cette semaine. Profitez du beau temps. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vous surtout. Et on se revoit mardi prochain. Allez, bye bye. L'indice cette semaine, billets d'autocomplaisance. Donc, pas des billets de l'auto, là. Des billets comme dans des billets psychosociaux. Puis pour ceux qui sont curieux, ben, le billet d'autocomplaisance, c'est la tendance vous avez peut-être remarqué ça autour de vous, là. Des gens qui vont attribuer, lorsqu'ils ont une réussite, là, ils vont attribuer la réussite, leur réussite, la cause de cette réussite, ben c'est eux, donc à cause de leurs propres qualités internes. Puis lorsqu'ils ont des échecs, ben, les causes de ces échecs pour eux, c'est des facteurs qui ne dépendent pas d'eux, des causes externes, c'est l'économie, c'est la pandémie. Donc, on appelle ça le biais d'autocomplaisance. Puis, en matière de psychologie, là, c'est important pour maintenir une bonne image de soi, là, de s'attribuer à soi les réussites. Puis, lorsqu'on a des échecs, que ça ne dépend pas juste de nous pour garder une belle opinion de soi. Mais d'un point de vue lorsqu'on arrive pour exercer le jugement, bien, ça peut tromper un peu le jugement. Là, on va avoir tendance à associer les causes gagnantes lorsqu'on a des réalisations, des belles réalisations. Nous sommes la cause de ces belles réussites. Et lorsqu'on a des échecs, les causes sont ailleurs. Donc, billet d'autocomplaisance. Mes réussites, c'est moi. Les échecs, c'est les autres. Billet d'autocomplaisance est l'indice du jour.